Ok, on va pouvoir enfin commencer cette émission. Alors je vais faire un petit récap avant de commencer de ce qui va se passer ce soir. Donc là, on va partir sur une émission. On va interviewer 3 personnes différentes et ensuite on va commencer sur la soirée, voilà, vers 20h30. Le premier invité qu'on accueille, c'est Julien. Bonjour Julien. Bonjour, Alors première question déjà, comment tu vas? ça va très bien, Ça roule. ça roule. Tout roule, techniquement pour l'instant tout roule aussi. Alors déjà, donc, deuxième question, Julien, est-ce que tu peux te présenter, voilà, qui es-tu, que fais-tu, quel est ton rôle ici au bistrot de Saint-Sauveur? Donc Julien, je suis l'un des gérants de l'Hirondelle, qui est le nouveau concessionnaire, enfin nouveau, ça fait à peu près 2 ans. On est le concessionnaire du bistrot de Saint-Sau. Donc ici, on est sur une concession municipale. Donc on a répondu en 2021 avec une prise de possession des lieux en Ok. mars 2022. Et donc moi, je suis principalement en charge de la programmation musicale et au développement des soirées. D'accord, mais alors quand tu parles de concession, enfin, qu'est-ce que c'est exactement? Du coup, comment ça marche? Ce lieu, comment il marche? Je crois qu'il appartient à la mairie. Alors ici, notre propriétaire, c'est la mairie. Donc en D'accord. fait, la gare Saint-Sauveur en fait a été créée il y a déjà de ça quelques années. En fait, c'est une émanation de Lille 2004, quand Lille était capitale européenne de la culture. Ici, on est dans une ancienne gare de triage. C'est l'une des dernières gares Cernam. Donc en fait, c'était des gares de tri. Il y a une grande volonté politique d'en faire un lieu ouvert, très culturel. Donc à la base, ce lieu était là pour accompagner ce qu'on nous on appelle la Halbé, donc l'exposition qui est à côté. Donc à la base, ici, c'est tout simplement quasiment le salon de thé on va Oui. dire, du bistrot. Et au fur et à mesure des années, donc ça s'est fait un peu dépasser par l'envergure des événements, on s'est fait un peu dépasser. Et donc c'est devenu un lieu un peu pluriel. Donc le midi, on peut retrouver de la restauration du mercredi au dimanche. Il y a de la place pour tout le monde, les familles. On est un espace de jeu, de culture. Et le soir, ça mute. On passe en mode grosse soirée, grosse stuff, avec un panel culturel, musical aussi large que possible. Et puis techniquement, ici, il y a de quoi faire, voilà, pour les soirées, que ce soit au niveau du son ou même tous les collectifs ou tous les artistes qui passent, qui peuvent aménager un peu la salle et la scène comme ils veulent. Et alors, tu disais que, enfin là, on parle un peu que du bistrot de Saint-Sau, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi plein d'espaces tout autour, voilà, qui sont liés. Je crois qu'on a le bazar Saint-Sau, on a la cour Saint-Sau. Du coup, qu'est-ce que c'est aussi que ces endroits? Ici, c'est un écosystème. Donc, au global, c'est un très très grand lieu, ce qu'on appelle la gare Saint-Sau. Ça correspond le bistrot de Saint-Sau, qui est vraiment au centre, qui est lié étroitement à l'exposition, qui est la Halbé, qui est juste derrière nous. On a le cours Saint-Sau qui est de l'autre côté, qui est en fait là une concession, pas de la ville, mais de la SPL. Donc c'est la SPL Euralille qui gère ça. D'ailleurs, on devrait avoir une réouverture du cours Saint-Sau très bientôt. Pour les beaux jours. Pour les beaux jours. On a la ferme urbaine qui est juste derrière, où en fait on a des jardins aussi participatifs qui sont aussi connectés à ça. On a de l'autre côté, un peu plus loin, on a le bazar Saint-Sau, qui est là un établissement qui est avec une partie coworking. Ils font aussi des organisations de soirées. On est L'exposition. Il y a des expositions parfois. Il y a aussi des expositions, on a des vinyl market. Enfin voilà, c'est assez complémentaire avec ce que nous faisons ici. Nous, la particularité qu'on a ici, c'est qu'on a, en termes de programmation, il y a 2 temps. Il y a le temps où en fait le bistrot programme, donc on a 6 mois, et le temps où en fait l'I3000 programme principalement. Donc avec des week-ends qui sont donnés à des associations, mises en valeur d'associations un peu émergentes ou en tout cas ultra locales. Et donc, l'île 3000 s'occupe aussi de la programmation pour le bistrot de Saint-Sau. 6 mois dans l'année. 6 mois dans l'année, vous partagez tous les deux. Ok. Voilà, donc là, avec l'ouverture de la nouvelle saison qui devrait arriver normalement le 10 mai, en fait, l'île 3000 prend ses quartiers sur certaines soirées. Donc on conserve une petite partie des soirées, donc principalement les jeudis dans un premier temps. Et après, voilà, il y aura différents assos, différents collectifs qui viendront, en fait, qui ont postulé auprès de l'I3000 et qui seront mis en avant. Alors ça peut être des collectifs de musique, ça peut être de la danse contemporaine, ça peut être de la marionnette, du théâtre de rue, enfin voilà.
Et alors, l'île 3000, qu'est-ce que c'est peut-être pour expliquer aux gens? Toujours pareil, c'est l'association culturelle qui est liée en fait à la ville de Lille. Au moment de développement justement de l'île 2004 avec la capitale européenne de la culture, ils avaient besoin en fait d'un acteur qui un peu synthétise toutes ces demandes culturelles. Et donc l'île 3000 est née à ce moment-là et a perduré. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent la ville de Lille utilise l'île 3000 pour promouvoir donc, au bistrot de Saint-Saul, mais aussi dans d'autres lieux. Vous connaissez le Tripot, on a les Maisons Folies, etc. On peut avoir des opérations un peu hors les murs. Et donc l'île 3000 gère tout ça. D'accord. Et donc, en fait, de ce que j'ai compris, donc toi et ton entreprise, l'Hirondelle, vous avez en fait postulé un appel d'offres pour, entre guillemets, prendre possession des lieux de ce lieu qui est Bistrot de Saint-Sauveur. Mais alors, en tant qu'entreprise, on va dire, à quoi ça sert pour toi de prendre possession de ce lieu-là? Parce que je crois savoir que ton entreprise, c'est pas du tout une entreprise qui gère... Une programme, ouais. En fait, c'est plus tourné vers la bière, normalement. Alors, peut-être qu'on mélange tout. Alors ici, en fait, on a une belle équipe. Hein. On oscille, ça dépend des saisons, parce que c'est très estival. Donc on peut osciller entre 15 et 30 personnes. Après, pour la petite histoire, l'Hirondelle, elle vient déjà de très loin, puisque à la base, donc les 3 associés de l'Hirondelle, le créateur, sont architectes. Donc en fait, moi j'ai mon agence d'architecture qui tourne à côté. Sur un coup de tête, on a décidé d'ouvrir notre brasserie qui s'appelle la brasserie Hirondelle. Donc on a commencé à créer d'abord nos premières bières avec Daniel Thirier, la brasserie de Skelbeck. C'était vraiment pour dire d'allier le plaisir à l'agréable. Pour nous, le milieu brassicole, c'était vraiment quelque chose qui nous attirait. Et on voulait essayer d'avoir ce côté un peu artisanal, création de produits avec nos mains. Donc on a commencé à travailler nos bières. Les bières, en fait, on a commencé à les partager avec des amis restaurateurs, des amis cavistes. Et en fait, il y a eu c'est un engouement autour de ça qu'on nous a demandé où est-ce qu'on peut les acheter. Donc, il fallait un lieu. Il fallait un lieu. Donc, via notre casquette d'architecte, on a eu l'occasion et l'opportunité avec des amis promoteurs d'investir un lieu de façon éphémère. Donc c'est comme ça qu'est née la première Hirondelle en tant que lieu. C'était juste en face, c'était sur le parc Jean-Baptiste Lebas, dans les anciens établissements UCAR. On a créé en fait un bar avec un food court, avec un lieu d'expo. C'était un joyeux bordel. On a tenu ça pendant un an et demi. Et donc c'était la première Hirondelle. Ensuite, une fois que le projet, en fait, le vrai projet immobilier s'est lancé, on a fait nos cartons, on s'est délocalisé dans le Vieux-Lille, donc on a créé le comptoir de l'Hirondelle, qui est la 2e Hirondelle éphémère. Et donc ainsi de suite, on fait des sauts de puce, comme ça, et on essaie d'activer des lieux qui ont qui ne sont pas destinés à être activés, qui sont destinés à être un peu morts pendant quelques temps, et nous, on leur met un petit coup de projecteur, on met 2 coups de peinture, on met des pompes à bière, et souvent ça... En fait, voilà, vous refaites revivre ces endroits-là, quoi. C'est un peu notre façon de voir un peu l'urbanisme aujourd'hui. Il y a une vraie saturation en fait de l'urbain actuellement. On a une multiplication des lieux, mais en même temps des lieux qui sont en plein cœur des villes ne sont pas activés. Donc nous, on essaye de mettre un petit coup de projecteur dessus. On essaye de l'activer avec les moyens du bord, avec un côté très frugal, parce qu'en fait c'est une économie aussi qui est un peu précaire, puisque effectivement on est là pas très longtemps. Donc tous les investissements sont calculés, mais au moins on a cette liberté aussi d'action qui, en tout cas, nous plaît vachement. Et vous êtes là du coup jusque quand? Parce que là, ça fait 2 ans, si j'ai bien compris. Peut-être la 2e année. Ouais, ça fait 2 ans, donc la concession, c'est sur une durée de 6 ans. Donc voilà, donc on a encore le temps de se voir. Ok, moi j'ai cru que c'était 1 an du coup. Comme c'est une concession directement, je m'étais dit 1 année. Et du coup, 6 ans, encore 4 ans, j'imagine que tu as encore énormément de projets en tête. Et des nouveaux collectifs qui vont naître, des nouvelles idées, par exemple. Ouais, ici, en fait, c'est un très très bel outil. Vous l'avez vu, le lieu en tant que tel, la technique qui est mise en place aussi par la ville, la grande esplanade qui est devant. On peut tout imaginer. Alors après, tout n'est pas faisable, mais en tout cas, le champ des possibles est vraiment énorme. Et donc là, on essaye d'avoir
de développer en fait un planning d'événements, un planning de concerts, de moments culturels, et en tout cas avec toujours les mêmes valeurs, c'est-à-dire l'inclusivité, c'est ouvert à tous, c'est un lieu qui est gratuit, donc ça c'est aussi une donnée qui est très importante, et on est quand même, sans se jeter des paillettes, mais en tout cas un peu la vitrine, on va dire, de la ville de Lille. C'est un lieu qui est assez emblématique, qui est dans la tête des gens depuis tout le monde. Moi, quand j'ai commencé mes études, c'était déjà en cours. On venait au bistrot, on va dire, après le boulot, et puis on repartait d'ici pour aller directement en cours le lendemain. Et ben, là, c'est pareil. On essaye vraiment de garder cette dynamique-là et se dire que c'est un lieu ouvert, c'est un lieu gratuit. Et en tout cas avec un panel culturel et musical le plus large possible. Mais justement, j'allais te poser comme question, pour toi, c'est quoi le rôle du bistrot de Saint-Saulve pour la ville de Lille? Bon, tu viens un peu de répondre à cette question, voilà, c'est l'ouverture, proposer des événements culturels. Et comme tu es en charge de la programmation, est-ce que toi, tu as une direction artistique, que ce soit musicale ou voilà, où il y a des projets qui te tiennent plus à cœur ou quoi? Est-ce que tu as un peu une direction artistique dans ta programmation où voilà, tu laisses vraiment un peu libre cours aux collectifs, aux artistes qui vont venir te contacter? Ou est-ce que tu essayes de programmer des soirées qui sont un peu plus toi dans ton esprit musical? Alors déjà, la première chose, c'est qu'on ne programme pas selon ses goûts personnels. Sinon, non mais ça, très important, c'est vrai. Non, ça marche pas. Je suis la vieille école, un peu New Wave, musique IBM, etc. Donc là, je vois mon régisseur qui est en train de... Il dit que c'est faux. Donc on essaye effectivement d'y mettre un peu sa patte, un peu son ADN dans la programmation. Mais c'est vrai qu'on écoute beaucoup le public, et on essaie de fournir en fait les thématiques des soirées, les philosophies de soirée qui sont demandées. On va dire, là, on va pas se cacher, la musique électronique en fait est très très demandée. On a aussi un vivier de collectifs, d'artistes locaux qui viennent en fait un peu frapper à la porte pour essayer de monter sur scène. On a cet avantage d'avoir des conditions techniques qui sont, je pense, très pro. On a la chance d'avoir une belle équipe aussi, donc même s'il râle beaucoup, Walter qui est là-bas en fait nous accompagne en fait sur l'ingénierie autour du son, autour de tout ce qui est le VJing, toute la scénographie qu'il y a derrière. La scénographie pour nous est assez importante parce que ça reste un beau lieu, mais ça reste un hall de gare. Mais il faut le faire vivre. Si on l'habite pas, si on ne travaille pas la scénographie, on ne peut pas forcément avoir ce concept de soirée un peu global. Je pense notamment à des artistes comme Nico Camarty ou Hamza qui travaillent beaucoup sur le VJing, ou en fait des collectifs comme Arkham. C'est exactement ce que je veux dire. J'allais parler d'Arkham qui propose en termes de sonographie des choses extrêmement techniques. Je sais que nous, avec Jean, on a la chance d'avoir les gens d'Arkham qui sont nos professeurs. Ils nous enseignent un peu tout ça, des cours de touch designer, tout ça, dans notre formation d'ingénieur. Et c'est ce que nous aussi, on essaye de faire, ce qu'on essaye de vous proposer ce soir avec Analog Mind. Voilà, une scénographie un peu différente. C'est exactement ça, c'est que Analog Mind, en fait, vous êtes venu un peu nous voir quand on a commencé à discuter du projet. Là, typiquement, c'est exactement ce que je voulais. C'était un concept global sur une journée, mise en avant en fait de ce côté scénique et scénographique. Quand on parle de musique même analogique, on a ce côté un peu live, en fait, filmé, etc. Moi, je suis toujours en fait impressionné par ces bidouilleurs en fait de matos, etc. Le côté un peu hardware. Moi, je trouve ça très très intéressant. Mais en tout cas, ramener un peu de scénographie, ramener un peu de chez soi sur place, c'est ce qu'il faut. En tout cas, déjà, merci de nous faire confiance. Et c'est ce qu'on a essayé de faire exactement. Donc il y a Ben qui est à la console. Et d'habitude, on fait nos émissions à Radio Cité Vauban dans les locaux de Radio Cité Vauban. Et donc Ben est le programmateur de cette radio. Et là, on a essayé un peu de recréer cette ambiance. Parce qu'il y a un peu une ambiance particulière dans ce studio, je trouve. Il y a une ambiance... C'est une question, tu veux que je parle en fait? Ouais. À chaque fois qu'on invite des artistes à Radio Cité Vauban,
il y a un côté très chaleur quoi, dans ce studio. On a essayé de le recréer un peu ici. En fait, c'est surtout un studio qui n'a pas beaucoup évolué depuis sa création en termes de mobilier, de déco, de peinture. Donc c'est vrai que c'est un peu dans son jus. Et quand on rentre dans ce studio, on rentre dans un lieu qui a un côté un peu authentique, radio un peu du passé, mais en même temps avec... T'as l'impression de faire un bond dans le passé Ouais, avec c'est ça, tous ouais. les stickers, les Doors 2002, des trucs comme ça. Après, je me souviens plus de la date, mais c'est vraiment. Je crois que c'était 2013 l'affiche de Doors. Ah oui, il y a une affiche de Dour 2013, Oui. mais il y a d'autres affiches qui datent encore de Les décennies On va faire antérieures. des plus vieux que archives. ça. Ouais. Et donc, pour revenir à toi, Julien, est-ce qu'il y a un peu des projets futurs particuliers qui arrivent pour toi ou pour Saint-Saul? Donc nous, on essaye d'avoir d'essayer de programmer à plus ou moins 2-3 mois. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir déjà une vision un peu globale de la programmation. On va essayer de développer en fait plusieurs points. Donc le live, que ce soit du live électronique ou même du live sur les musiques un peu plus rock, punk, etc. On va essayer aussi d'avancer ça. Il y a des choses qui se mettent aussi un peu en place, comme des collabs avec nos amis, notamment du slalom, où on commence aussi à discuter avec le Black Lab Ok. sur des collabs possibles. Pourquoi pas étendre un peu plus notre champ d'action en termes de temps. C'est-à-dire que pour l'instant, on est ouvert du mercredi au dimanche. On est activé, les soirées, c'est du mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Pourquoi pas à un moment essayer d'aller retrouver peut-être sur un autre modèle, un lundi ou un mardi avec peut-être des plus grosses têtes d'affiches, peut-être à un moment faire des petites choses autour de ça, quoi. Mais c'est ouvert toute la journée et toute la semaine normalement. Tu sais, il y a le coin, enfin il y a l'aspect où c'est ouvert de midi du coup, même 10h plutôt. À la base, c'est ouvert à partir de 10h ici. Ici, on est ouvert à partir de midi. Donc on est ouvert de midi à 15h. On est vraiment en mode restauration, donc Oui. grande table. On peut accueillir jusqu'à 120 couverts. Voilà. Et Donc, c'est également du mercredi au dimanche ou du lundi au dimanche du pour se mercredi au restaurer. dimanche. Le lundi, mardi, c'est en gros le repos pour les pour les équipes. Il faut un Et week-end nous, en pour fait, tout le monde. le bistrot est calé sur les horaires d'ouverture, notamment des expositions. On a une exposition en fait en Hall B. Donc cette année, en fait, il n'y aura pas forcément d'exposition en Hall B, donc mais on reste sur les mêmes horaires d'ouverture. Donc on est sur ouverture de midi jusqu'à tard le soir. Et donc midi 15h, souvent c'est restauration. L'après-midi, on reste ouvert aux familles, on reste ouvert en mode afterworks, apéro, etc. jusqu'en début de soirée. Souvent, on a les groupes, les collectifs ou les DJ qui se mettent en place vers 18h et souvent on essaie de commencer les soirées vers entre 20 et 21h. Et il y a aussi, j'ai envie de dire, plusieurs gros événements, mais là, on va dire, qui arrivent en France. Par exemple, je sais pas, je pense aux JO. Est-ce que vous allez faire des choses qui vont être liées aux JO, des retransmissions, des événements un peu sportifs dans ce cadre-là? Je sais qu'il y avait, pour la Coupe du Rugby, il y avait des fan zones, des retransmissions. Donc, est-ce qu'il y a un peu des événements aussi prévus comme ça par rapport à d'autres événements extérieurs qui se passent, j'ai envie de dire, d'ampleur nationale? Alors nous, on essaye principalement aussi d'être pas partenaire, mais en tout cas essayer d'accompagner vraiment ces événements qui sont populaires. Donc notamment, on parlait des JO, mais il y aura aussi l'Euro, on va dire, de foot. Il y aura des retransmissions de tous les matchs, on va dire, de la France, on va être ici. Donc on est en train de travailler là-dessus. Donc on va faire une petite publication et se donner rendez-vous pour regarder les matchs dans les meilleures conditions. On aura donc au niveau des JO, on sait nous on reçoit, je pense, de mémoire le hand et le basket en fait ici. Exactement. Donc on est en train de travailler éventuellement sur des partenariats pour avoir pourquoi pas sur la grande esplanade des paniers de basket, en mode street, initiation street, etc. Et après, tous ces pas de côté au niveau du sport, comme je pense notamment au skate, etc. On essaiera d'avoir aussi des contests avec un accompagnement musical, parce que voilà, la culture street, forcément avec le skate, Bien sûr. Ça va avec le côté musical. Donc nous, cet été, si vous parliez de grands projets qu'on a en cours, les projets vont se passer autant dans le bistrot,
et surtout à l'extérieur. Je pense qu'on aura la plus belle terrasse de l'île. Incroyable. Bien sûr. Elle sera super bien animée puisqu'en fait on va avoir justement tout ce travail sur l'open air, donc avec une régie DJ extérieure pour accompagner la fin de l'après-midi et le début de soirée avec du DJing. Et après, derrière, pourquoi pas un contest de skate, travailler sur du streetball. Il y avait du bike polo aussi qu'on voulait mettre en place. Mais alors, justement, par rapport au contest de skate, tout ça, donc c'est-à-dire que vous allez mettre en place un skatepark éphémère ? Là, on travaille sur la venue de modules, donc en fait, des modules de skate qui pourraient éventuellement être mis en place sur l'esplanade. C'est trop cool. Après, le skate, c'est aussi le travail de street, donc avec côté des brouillards. En fait, c'est ça, c'est une barre en métal. Avec une barre en métal ou une palissade, on sait faire, on va dire, du slide, etc. Donc on sait travailler là-dessus. Mais ça va être surtout la chance pour les personnes déjà d'approcher, va dire, cette culture qui peut paraître un peu élitiste à certains moments. Et puis pourquoi pas des initiations, pourquoi pas mais carrément, parce que quand tu parles de l'esplanade, c'est Quand on parle, nous, esplanade, c'est l'espace entre la grille et le bistrot. C'est quand même assez grand. Mais là, en effet, un skatepark, ce serait trop cool, quoi. Puis un skatepark, ça amène toujours de l'animation, quoi. Les gens viennent regarder. Pour les skateurs, un skatepark bien fait avec des beaux modules, c'est toujours plaisant. Et je crois savoir qu'en plus, il y a souvent des activités. Enfin, à Noël, j'avais cru voir des structures aux alentours de Noël. Au niveau de cette esplanade, qu'est-ce qu'il y avait ? En fait, on a plusieurs temps sur l'esplanade. On a l'île Neige qui se place ici. Donc l'île Neige, c'est vraiment autour de tout ce qui est... on a une tyrolienne, on a du parcours en raquette, on a aussi des animaux, etc. Donc c'est beaucoup à direction du jeune public. On a beaucoup de centres aérés, on a beaucoup d'écoles en fait, qui viennent faire des premières approches là-dessus. Et l'été, il peut y avoir en fait des jeux de raquettes, il peut y avoir un filet de beach volley. Et on va aller encore plus loin que ça. On va essayer vraiment d'avoir Ici, en fait, quand vous arrivez de Mistro, il y a ce long parcours à faire en arrivée, qui peut paraître un peu limite intimidant. Donc c'est pour ça qu'on va remplir cet espace, on va essayer d'accompagner. Et que si on passe la tête par la grille, on voit des choses qui se passent à l'intérieur. Okay. Après, le chemin est plus compliqué pour le retour en fin de soirée quand il y a quelques bières dans le nez. Bien sûr que non. Les bières de l'Hirondelle. Il y en a beaucoup au bar des bières de l'Hirondelle ? Alors ici, on a la chance déjà d'avoir, comme vous l'avez dit, c'est un lieu Hirondelle, donc on promouvoit aussi nos bières. Donc on a plusieurs bières Hirondelle en fait à la pression. On a, je pense, de mémoire, une quinzaine de becs et même un peu plus, on va dire, là-dessus. Donc, c'est nos bières et puis les bières de copains. Donc, il y a forcément que du bon là-dessus. Et on essaye aussi de les faire tourner un peu régulièrement. Là, on a une problématique en ce moment sur les bières, c'est les coûts des matériaux, enfin des matières en fait ont augmenté. Les matières premières, oui. Donc, les bières ont augmenté. Donc, on essaie de trouver le meilleur rapport entre des bières locales, soit nos bières, soit des bières de copains. On aimerait faire passer tout le monde, mais on essaye aussi de rester un lieu qui soit accessible, et notamment économiquement. Donc pas trop se ruiner pour quand on vient aux soirées, et puis essayer d'avoir quand même un bon rapport qualité-prix. Après, comme tu disais, c'est un lieu ouvert à tous avec une entrée gratuite. Alors par contre, moi j'ai déjà fait des soirées ici avec des collectifs où les collectifs faisaient payer leur entrée. Donc après, ça peut être au choix du collectif de faire payer son entrée ? Non, l'ensemble des soirées du mercredi en fait, au dimanche sont gratuites. Or, privatisation exceptionnelle du lieu. Oui, d'accord. Et donc là, on est vraiment sur des moments en fait qui, c'est quelques fois dans l'année. Oui, d'accord. On peut avoir des billetteries, notamment sur Shotgun, pour promouvoir les événements. Ces billetteries, en fait, sont souvent des billetteries gratuites, mais ce qui permet aussi, nous, de se retrouver dans l'agenda Shotgun. Oui, au moins, tu as l'événement qui... Une visibilité qui est quand même pas mal sur Shotgun. Il y a un gros travail quand nous, on effectue en partenariat avec l'ensemble des BDE, par exemple, pour essayer notamment de proposer des soirées, et là pourquoi pas payantes ou avec un petit pas d'entrée pour essayer d'avoir la meilleure qualité artistique avec une meilleure animation des DJ ou de l'animation, mais principalement sur les lundis-mardis. D'accord. Voilà. Ok. Écoute, je pense qu'on va pouvoir passer à notre invité.
à notre prochain invité. Merci beaucoup Julien. Merci de nous accueillir. Merci de nous C'était, accueillir. C'est un aussi, merci de plaisir nous faire d'être ici. confiance. Hein. C'est un plaisir. Et voilà, donc si Ben, tu peux lancer la première track. Voilà. Et on va tout de suite accueillir Espo qui va venir sur scène. Merci beaucoup Julien.
Ok. Une track hyper joyeuse, j'ai envie de dire, que Espo nous présente. Alors, donc, qu'est-ce qu'on vient d'écouter? Alors, on vient d'écouter du coup Transitional Outwear de Faster Horses, Ok. qui est pour moi la première track trance qu'un ami très proche de moi m'a fait découvrir du coup dans mes débuts dans la techno. Petite dédicace à lui, Louis D'accord. Desrousseaux du coup. Ok. Cette track-là, je l'ai découverte maintenant il y a à peu près 2 ans, je dirais. Et elle m'a vraiment marqué pour son côté très... je ressens une sorte de voyage dans la track, tu vois, il y a vraiment plusieurs parties. Une longue partie de mélo qui rebond sur un énorme drop. Exactement. Tu vois, c'est beau. Genre, Mais là, je vois cette track en closing, moi. Closing, Exactement. limite, lumière allumée, fin de soirée. On dépasse la fin de soirée et toutes les lumières sont allumées, il faut sortir. Mais Personne C'est ne veut exactement sortir. ça. Personne ne veut Franchement, sortir. une bonne track de closing pour finir cette soirée. D'accord. Bienvenue Espo sur ce plateau. Bah, franchement, merci à vous pour l'invitation, ça fait extrêmement plaisir. Merci, merci à d'avoir toi. répondu à l'appel, Voilà. ça nous fait plaisir. On te retrouvera pour un set. Voilà, à 22h30, avant le live de Vost. C'est ça, ouais, de 22h à 23h30. Ouais. Et donc, avant ça, tu vas passer à la casserole, j'ai envie de dire. On va te poser plein de questions, on va apprendre, À te connaître. à te connaître. Et alors, première question, comment, j'ai envie de dire, tu as commencé la musique? Comment tu as découvert ça? Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui tu deviennes DJ et que tu te mettes à jouer Alors, ça peut faire assez classique, mais moi, j'ai été un grand fan de Tomorrowland, Ok. qui est un des plus gros festivals Si ce n'est le électroniques, plus gros. si ce n'est le plus gros du monde. Et j'ai tout de suite été attiré par tout ce qui est comme style, du coup, l'EDM, Le DM, bien sûr. ce qui est David Guetta, Avicii, Martin Garrix, etc. Ouais, Martin Garrix, j'allais dire Animals, mais oui, c'est Animals, Martin bah, Garrix. quel banger en soi. Dimitri Dimitri Vegas avec Mike. Vegas, ouais, on a tous écouté ça On a tous au ces lycée, passés par au là. collège. Non, Et, Ben. et au final, je me suis rendu compte que il y avait un côté qu'on peut considérer comme trop mainstream. Ouais. Et je me suis redirigé vers la tech house, qui a été vraiment le style qui m'a permis de rentrer aujourd'hui dans la techno. Je sais que il y a maintenant à peu près 6 ans, j'ai été, on va dire, bercé par tout ce qui est Marco Carola, Ricardo Ouais, Villalobos. les drum codes, quoi, la techno. C'est ça, les pionniers un peu de la tech house d'Ibiza, tu vois, genre. Exactement, ouais, c'est ça. Et moi, vraiment, j'ai commencé à sortir, du coup, à l'âge de 16 ans en Italie. J'ai pu faire des petites soirées sur la plage où j'ai pu voir ces artistes-là. Ok. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment aussi m'intéresser à l'art du DJing. Parce qu'au début, j'y connaissais rien. Moi, j'étais juste vraiment dans l'écoute des sons. Je kiffais ça et j'avais aucune notion. Tu te faisais des sélectas pour écouter ça sur la plage avec tes potes. C'est vraiment Exactement, je me faisais mes la petites playlist. playlists. Tout le monde voulait ta playlist, limite en mode Espo, c'est quoi ça C'est ça. Incroyable. Ok, et du coup, tu t'es intéressé au DJing à partir de quand? Comment tu as réussi à avoir ta première interaction avec le DJing en mode essayer, te dire je vais acheter une platine parce que je sais comment ça marche? Moi, j'en avais aucune idée, par exemple. Alors, pour la petite histoire, moi, je viens de Paris à la base. J'ai déménagé à Lille et en fait, ma mère a récupéré un local commercial, elle l'a transformé en boîte de nuit. À cette époque-là, j'avais 13-14 ans. On va dire qu'aux alentours de 15 ans, je restais beaucoup aux alentours du DJ. J'aimais bien regarder ce qu'il faisait. Là, c'était vraiment une époque qui était très tournée commerciale. Tu sais, tout ce qui est musique années 2000-2010, très dansante en club. Et je me suis dit, pourquoi pas lui demander qu'il m'apprenne, que je puisse essayer. En soi, je fais des erreurs, c'est pas très grave, c'est comme ça qu'on apprend. Et au final, le DJ a été remplacé par ma mère, par moi. D'accord. La finalité, c'est que au final, je me suis senti assez à l'aise pour lui demander sur les dernières années que je pouvais quand même potentiellement gérer ce genre de soirée. Et en fait, c'est là où tout a commencé dans le monde du DJing. C'est là où j'ai commencé mes premières transitions sur de la commerciale, à pouvoir faire danser un public qui était vraiment étudiant parce qu'elle avait un bar dansant. Et en fait, il s'est vraiment développé le jour où cette boîte de nuit-là a fermé et j'ai pu récupérer mes premières platines chez moi. Et a eu lieu le Covid et le fait de rester chez soi. Et ça, en fait, ça m'a donné l'occasion de pouvoir expérimenter tout l'art qu'il y avait autour du DJing. Alors, petite curiosité, c'était quoi le nom de cet endroit?
C'était le Hall Princess, Ok, dans le Vieux-Lille, rue d'Angleterre. ok. Mais alors, du coup, tes premières platines, c'est des platines de club en fait. On peut dire ça comme ça, c'était des RX2, je pense, du coup tu dois D'accord, ok, connaître. ok. Parce que en fait, le problème, c'est que dans les clubs, surtout dans ce genre de club-là, tu as souvent des casses et tout. Et Ouais. au final, t'as pas vraiment envie de dépenser l'argent pour mettre vraiment Ouais. du matos pro. Et tu dis qu'une RX2 fait largement Ah bah l'affaire pour ce genre de c'est soirée. hyper modulable, ça fait l'affaire. Et encore aujourd'hui, elle marche très bien, elle est Ah comme oui. neuve et elle me permet de rec plein de sets chez moi. Tu les as encore? Je les ai encore. Mais- Attends, mais c'est celles qu'on a vues plusieurs fois. Je crois que tu nous les avais dépannes pour C'est des celle que je soirées. vous ai prêtée. Ah mais incroyable. Du coup, t'as C'est- appris dessus. Ah. C'est sympa, elles ont Elles une petite histoire. ont une petite histoire, ouais. Mais puis c'est sympa, ouais, c'est sympa pour commencer une petite RX2. Nous, je pense qu'on a tous commencé sur nos vieux contrôleurs. Le Moi, DDJ400. Moi, j'ai toujours ma DDJ400 que j'utilise encore, qui marche toujours très bien. Franchement, c'est même plus que sympa. Enfin, Ah oui. déjà, on sort du mood de l'ordinateur, tu vois. Donc, on commence à préparer nos clés. Exactement. Et ça, déjà, c'est un step-up, je trouve, quand même. Et de toute façon, Ensuite. et du coup, je pense que la majorité des gens commencent avec un contrôleur et ils sont là en mode si on leur enlève leur ordinateur, ils sont perdus. Mais en fait, très vite, tu comprends qu'en fait, l'ordinateur, c'est plus quelque chose qui va te bloquer qu'autre chose. Le logiciel, Ah, mais Recordbox, ça va beaucoup plus te bloquer qu'autre chose. Et aujourd'hui, voilà, là par exemple, on a les CDJ 3000 ici au Bistro Saint-Sauveur. C'est magnifique. Et elles sont magnifiques, ça C'est répond magnifique. bien, il y a plein de possibilités. Les cues, ils répondent magnifiquement bien. L'écran est magnifique, on a un iPad pratiquement. Mais pour franchement, mixer. tu mets ça devant un passionné de son, le mec qui regarde ça, il est en mode waouh, Ah oui, c'est oui. beau, genre c'est magnifique. Et tu disais que donc au début tu t'écoutais de l'EDM et que tu t'es dirigé vers la tech house parce que en fait tu t'es rendu compte que l'EDM est devenu trop vite mainstream. Mais en fait du coup tu as eu envie d'avoir ce côté un peu Original. original. Découvrir tes En fait, propres le truc, tracks. c'est que j'ai, comme tout le monde le sait, qu'il y a quand même des sets qui sont préenregistrés, etc., sur des gros festivals comme ça, par rapport au show visuel et tout. Exactement, même il y a par rapport à la pyrotechnie, je crois, c'est Aussi, surtout ouais. ça, voilà, pour que ce soit hyper corda, Ouais, parce que ça, exactement. faut que ce soit hyper corda. Et en fait, moi, ce côté-là, on va dire, qui m'a un peu dégoûté. Ouais. Et en fait, je trouvais que je ressentais pas la notion réelle de quelqu'un qui mixe et qui fait danser du monde, tu vois, qui crée un set de A à Z et le mec te fait vibrer du début jusqu'à la fin, quoi. D'avoir Et quand j'ai performance live en fait. Bah, Et c'est en ça, fait, elle est performance fausse. live ou DJ set, et du coup quand j'ai commencé à voir mes premiers sets Tech House, en fait le mec réellement il mixait, quoi, tout simplement, et c'est ça qui m'a donné du coup envie de continuer là-dessus. Après ça c'est vraiment le début, mais du coup ça a amené du coup à ce que j'écoute de la techno mélo. Si je me citais des labels comme Afterlife, ça c'est vraiment Bien une sûr. grosse partie de ma vie aussi. Tout ce qui est Tale of Us et tout le tralala. Enfin, ça, Et j'ai alors, écouté, on parlait avec ça. Julien de tout ce qui était scénographie et visuel, et pour eux, pour le coup, alors je sais pas comment ils font, mais ils ont une scénographie et du visuel de malade. Tu parles Ouais, de c'est incroyable. Afterlife. Afterlife, Tale of Us, voilà leur dernier set qui sortent sur YouTube. Si vous avez voilà, l'occasion d'aller les voir, par contre les voir, pas les écouter, enfin même sur YouTube, voir les visuels, je sais pas comment ils font, mais c'est d'une beauté et ça Ah rajoute non, mais c'est fou. une dimension, je sais pas quelle dimension, mais ça rajoute une intensité à leur musique. En soi, je trouve que tu vis pas la même soirée en fait. Ah bah, C'est Totalement. pas comme une soirée où tu as une scénographie qui peut être, oui, très stylée, mais là c'est vraiment un univers à part, leur univers à eux. Et en fait, le fait de faire leur soirée, surtout qu'ils ont quand même pu faire leur soirée dans des lieux assez iconiques. ouais. Le théâtre antique d'Orange, Voilà, ça pour c'est les, quand même pour les fou. cercles, je crois bien. Pour les cercles, enfin, ils ont fait des soirées dans des lieux où ils ont pu vraiment mettre leur scénographie à 100%, quoi. Voire même Voilà. à 100%. Et puis, bon, alors pour parler d'eux, c'est un peu des anciens, quoi. Je suis tombé sur des vieilles boiler rooms de Tale of Us. Et putain, tu les vois, ils ont vieilli, ils sont un peu. Ah, ça reste des pionniers de leur, Ah, de leur exactement, dans ce style-là. domaine. Ouais. Toujours là surtout. Ils sont toujours Ils sont là. toujours là, ouais. Exactement. Et alors, du coup, donc, Tech House, voilà, techno plus minimal, beaucoup plus mélo. Mais tu viens de nous faire écouter une track, voilà, quand même assez rapide, beaucoup plus transi. Du coup, après, qu'est-ce que ça a été tes influences? Qu'est-ce que tu as découvert comme musique? T'es Alors, allé en teuf? Où tu es resté chez toi à diguer? j'ai commencé à sortir assez tard, on va dire. Je parle vraiment hors de la France, parce que le fait d'avoir découvert rien que la Belgique, Ouais. moi, ça a été un réel choc pour moi, de découvrir les clubs qu'il y avait là-bas. Pour en donner deux qui sont pour moi des références de ce pays-là, le Compass Bien sûr. et le Fuse.
le Fuse qui est un club et le Compass qui est une warehouse, du coup, qui sont quand même deux lieux différents. Donc le Compass à Gand. Le Compass à Gand Et et le le Fuse Fuse à à Bruxelles. Ouais, Et puis je exactement. crois que demain tu pars. Exactement. Tu Ouais. pars faire quoi? Demain, je pars dans la ville que je considère un peu comme les enfers, parce que là-bas, c'est la folie musicale. Là, en vrai, c'est fou, parce que c'est là-bas, ça vit musique, ça mange musique, il y a de la musique tout le temps. Et je vais du coup faire le festival modulaire que je fais pour la 2e édition. Modulaire qui est un lieu du coup modulable, Exactement, complètement ouf ce lieu. complètement ouf, qui a une capacité totale, je crois, de 18 000 personnes. Oh là là. Combien? Et 18 000 personnes, demain, du coup, ils vont en accueillir 10 000 sur 5 scènes, 2 scènes outdoor et 3 scènes indoor. Du coup, c'est Je ne vraiment savais fou. pas ça. Avec des artistes quand même de référence, quand même Ouais. des line-up assez qualitatives. Il y a toujours des bonnes line-up au modulaire. Ah, il y en a Gigola. vraiment des très bonnes. Surtout qu'en fait, ils donnent vraiment envie à tout type de personnes de venir, parce que ça peut être une line-up très art techno, très trance, très hard music. Et en fait, ça attire vraiment du monde. Et c'est comme ça, du coup, pour moi, qu'ils se sont fait connaître de plus en plus sur ces 2 dernières années. Exactement. Et il y a eu une boiler room aussi là-bas dernièrement. Une boiler Bah, room par contre c'était full pas dans trance. C'était très trancier. Ouais. C'était Alors, très trancier. du coup, t'allais dire que c'était pas exactement dans cet endroit-là? Alors, en gros, c'est Modulaire qui était en collaboration Ouais. avec Boiler Room. Mais ils ont fait ça dans un lieu inédit, du coup, à Gand, Ok. qui est, du coup, une des nombreuses warehouses qu'on peut Ouais, trouver ouais. dans cette ville. Il y a. Et ouais, du coup, c'était sur 2 jours. J'ai eu l'occasion d'y aller. Ok. On a eu le droit à un premier jour que je décris comme magnifique, parce que c'était une line-up qui était vraiment full pionnier de la techno. Ouais. Des très gros résidents de très gros clubs qui existent encore aujourd'hui. Et en fait, c'était vraiment moi, j'ai ressenti ça comme une vague de bonheur sur chaque set. Je m'attendais vraiment pas à ça. De base, je devais pas y aller le premier jour, parce que pour moi, je me suis dit, bon, la line-up n'en vaut pas Ouais, le coup. elle t'attirait pas à la base. Mais au final, je me dis que de voir ces pionniers-là, ça m'a donné quand même une claque, parce que ces mecs-là ont, je sais pas quel âge, mais ils sont quand même assez vieux aujourd'hui. Et les mecs, pour moi, ils ont quand même mis des réelles claques aux autres DJ qui ont pu passer le 2e soir. Ouais. J'ai trouvé le niveau largement au-dessus du premier jour au 2e jour. Ok. Parce Après, ça reste un avis personnel, mais Oui, mais parce que j'ai envie de dire, le 2e jour, c'était les DJ un peu plus connus, un peu plus grosses têtes d'affiche actuelles. exactement ça. Là, les vues sur les boiler rooms, c'est en train d'exploser. Je pense notamment à la boiler room de Pegasi, Ouais. qui est complètement ouf, full une release, Euh, avec des tracks de trance complètement folles. Il y avait même qui, il y avait le set de Maluigi aussi, Maluigi pareil, aussi, Bad ouais. Boombox. Bad Boombox, exactement. C'est des artistes qui sont attendus par tout le monde, surtout dans un lieu comme une boiler room. Ouais. Ça ramène beaucoup de monde, et en fait, ils ont surtout mis des tracks bangers dans leur set qui ont été Ouais. mis en snippets en before de la sortie du coup de la vidéo, et en fait, ça s'est propagé partout, et les gens attendaient que ça, quoi. Et alors du coup, donc là, on parle vraiment de musique trance, et c'est un peu toi, là, ta vibe en ce moment, tes influences en ce moment, la trance, la phase techno. J'ai été très trance, on va dire, il y a peut-être 6 mois. Aujourd'hui, je suis plus dans une techno que moi je considère comme expérimentale, du coup. Ok. Expérimentale, fast techno. Si je peux citer un label qui me tient énormément à cœur aujourd'hui, c'est Mamatolia. Exactement. C'est Label vraiment un de label Aneka. qui m'a fait prendre un penchant dans ce que j'écoute aujourd'hui, dans la techno. Et, Bah alors justement par rapport à ça, la première track que t'as mis, au début j'ai cru que c'était une track de Mama Toldia sortie sur le dernier VA, Iridance. ouais, Je sais pas si tu... En fait je croyais que c'était cette track, mais en fait pas du tout. Elle m'a fait penser un peu à cette track ok. dans la rythmique, bref. Merci, Pop. Mais du coup, oui, très trans il y a 6 mois. Maintenant, Techno XP. J'ai cru comprendre que du coup, tu avais pas mal d'inspi de Adam, Ah, qui exactement. était ouais. aussi une inspiration pour toi, que tu m'avais dit en 2023. En fait, c'est vraiment sa track concept aussi. Quand j'ai eu l'occasion de l'écouter pour la première fois dans une boiler room de François X, On l'a Ah, tous découvert comme on ça. l'a tous découvert comme ça, je pense. Je l'ai réécouté, et encore écouté, et je me suis dit que réellement c'était quelque chose que j'avais peu entendu ces derniers temps, parce que j'avais pas la connaissance en fait aussi de ce monde-là. Et en fait, Ça c'est t'a ouvert une porte un peu, j'ai l'impression, du coup, dans ce monde expérimental de la Techno XP, comme on peut l'appeler. Ouais, c'est concept qui t'a ouvert la porte un peu. en vrai, c'est un peu concept qui m'a ouvert la porte. Et en fait, moi, en diguant des tracks par rapport à concept, j'ai été redirigé vers d'autres labels comme Matolia, Maison Close.
J'ai découvert d'autres artistes comme, je sais pas, Lakezzi, Oymans, Mac DeClos, Aneta, UFO 95 et tous ces artistes-là qui me tiennent très à cœur parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment eux qui rythment mes journées en techno. C'est vraiment ce que j'écoute tous les jours. Donc, et oui, c'est un peu grâce à Concept que j'ai pu un peu passer ce cap-là et découvrir tout cet univers. C'est intéressant parce que souvent ça tient à une track. Exactement. Un ou une track pour le débat. Donc ça tient à une track qui te fait entrer dans un autre monde musical, un sous-genre. Par exemple la bass music, mais tu as la techno, toutes les technos, le panel de techno que tu as, et c'est hyper intéressant parce que quelle est la prochaine porte en fait? Ouais, c'est ça. Alors moi je trouve c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je trouve que dans tous ces genres musicaux qui existent, honnêtement maintenant c'est un peu le bordel parce qu'il y a tellement de croisements, tout ça. Mais en fait, la musique et tous les styles musicaux, c'est en fait que des portes à ouvrir. Et c'était Laurent Garnier qui disait ça dans une interview pour Combini. C'est que par exemple, le caméraman disait qu'il aimait pas le reggae et qui disait ah ouais, t'aimes pas le reggae, et ben moi je vais te faire amener dans le reggae parce que je vais t'ouvrir les portes du reggae. Et en fait, t'écoutes, je sais pas, t'es bloqué dans un style. Et en fait, Laurent Garnier disait bah moi je peux t'ouvrir toutes les portes pour t'amener jusqu'à ce style parce que aujourd'hui la musique, tout le monde se croise. Tout le monde semble tout le monde et tout le monde fait des croisements entre les différents styles. Et là, je vais citer un petit exemple. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui écoute du jazz, et ben, il va écouter une track de Bel Air, ou à l'époque, quand il sortait des tracks voilà, très, très jazzy, voilà, mais c'est des tracks house, on va dire, très, avec des rythmiques et des mélodies très jazz. Et ben, il va rentrer dans la house, puis après, il va peut-être rentrer voilà, dans la techno, et puis il va ouvrir des portes et s'ouvrir musicalement. Du coup, la musique, c'est que des portes à ouvrir, je pense. En fait, c'est que on est dans un monde aujourd'hui qui regorge de ce que je peux surnommer des pépites, tu vois. Exactement. Des personnes qui sont chez eux, qui sont sur leur ordi, tu vois, ils ouvrent Ableton et les mecs, ils te pondent des bangers. Et en fait, c'est surtout c'est des styles que nous, on connaît pas, mais c'est leur style à eux. Et quand ces mecs-là, ils vont envoyer une track à tel artiste qui va la jouer, bah, ça va se développer, tu vas créer un autre style. Du coup, comme tu dis, tu ouvres une autre porte. Et en fait, ça, c'est constant, c'est tout le temps. Il y a quelqu'un qui émerge comme ça, de chez lui, et qui va sortir carrément. Comme ça, et bah alors, par exemple, pour moi, à titre d'exemple, je suis allé beaucoup de fois au lycée en Espagne. Et en Espagne, j'allais en boîte et il y a du reggaeton dans les boîtes. Et je ne pouvais pas supporter ça au début. Et aujourd'hui, j'adore ça parce que j'ai découvert un label qui s'appelle Tratratrax avec énormément d'influence reggaeton. Et du coup, ça m'a ouvert la porte du reggaeton, de la baile funk. Et aujourd'hui, j'adore écouter de la reggaeton très commerciale avec les poucha cha poucha. Et voilà. Et la musique, c'est que des portes à ouvrir. J'ai envie d'ouvrir une porte en écoutant une de tes tracks qui t'influent, du coup, qui sont une de tes influences. On va écouter ça tout de suite pour comprendre mieux cette musicalité. Top. Tú arriba, yo abajo, tiene el M. Tú arriba, yo abajo, tiene el M.
baby, no te vayas. La fiesta es caliente. Él está en mi mente, sudando en la playa. Me dice, baby, no te vayas. La fiesta es caliente. Él está Tú arriba. Tú arriba, yo abajo. Tiene el M, semilla. Tú arriba, yo abajo. Tiene el M, semilla. sudando en la playa. Me dice, baby, no te vayas. La fiesta es caliente. Él está en mi mente, sudando en la playa. Me dice, baby, no te vayas. La fiesta es caliente. Él está... Ok, ça commence à mettre l'ambiance pour ce soir. J'ai hâte de t'écouter par rapport à ça. Donc, qui est-ce qui est passé là? Alors là, c'est David Lolaine et Rove Ranger, du coup, La Playa, qui est, je crois même, le nom d'un EP qu'ils ont sorti. Je crois que c'est le nom de l'EP. Ok. Et du coup, David Lolaine, qui est qui est une grosse influence en ce moment pour moi, sur moi. J'adore le côté. Là, du coup, dans cette track-là, vous n'avez pas pu l'entendre, mais il met souvent des vocaux en espagnol dans des tracks Ouais. assez rythmés. La Renta. C'est ça, tu vois, bah oui, en soirée. La gente muy loca. Et là, honnêtement, sur tous les derniers EP que j'ai pu écouter, même les plus anciens, bah, ça a été que des réels coups de cœur pour moi. On va dire que cette track-là, ça fait un bon 6 mois que je pense que je la joue à chaque set parce que je la kiffe vraiment trop. Du coup, je t'avais demandé si t'allais la mettre ce soir, mais tu m'as dit que non. Et je Ça vais se pas la trouve, mettre ce elle sera soir. en surprise, hein, mais on verra, je pense. Et après, il y a Rove Ranger aussi sur cette track. Il y a Rove Ranger, Alors, cette track aussi. Rove Ranger un peu plus hard groove, je crois. Euh, Non, pas forcément. un peu plus techno, je dirais David Lolaine plus fast techno quand Ouais, même Ok, oui, oui. ces derniers temps. Après, je t'avoue que j'ai pas forcément écouté de set de Rove Ranger en soi lui-même, mais je sais que je pense que c'est un petit peu moins rapide que David Lolaine, si Ok. je dis pas de bêtises. Et alors donc, on a pas mal parlé de ton parcours musical, de tes influences. Et aujourd'hui, t'en es où dans la musique? Voilà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la musique? T'as quoi comme projet en cours d'action? Voilà, explique-nous un peu. Alors, aujourd'hui, en fait, depuis septembre, je suis en année sabbatique. Ok. Une année qui, normalement, n'aurait pas dû être consacrée au son. Enfin, je devais taffer avec ma mère, enfin, ce que je fais aussi du coup cette année-là. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire au niveau de moi, du coup, en solo. Et en fait, grâce à mon collectif, dont on parlera du coup après, Ok. ça m'a permis de pouvoir aujourd'hui avoir une évolution dont même moi, je n'aurais jamais pu penser ça au début de l'année. Ouais. Je m'attendais vraiment pas à ça et au final, aujourd'hui, j'ai eu la grande chance, on va dire à mon niveau, mais c'est quand même déjà hyper important pour moi, de pouvoir mixer dans des lieux nocturnes lillois qui sont là depuis plusieurs années, comme la Relève, comme le Nox qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, de pouvoir faire plusieurs soirées. J'ai déjà eu l'occasion de mixer à Saint-Saul aussi, qui est un lieu culte sur l'île. Et ça, je m'y attendais vraiment pas. Donc en fait, je suis vraiment content de l'envergure que cette année a pris pour moi dans la musique. Tu sens que c'est un tournant un peu qui t'amène encore plus sur la scène, du coup, où tu arrives à avoir des nouvelles dates, par exemple comme ce soir ou les précédentes. Et tu as aussi, du coup, un collectif. Yes, c'est ça. Il y a 1 an et demi à peu près,
On a décidé de faire une réunion entre potes, du coup un très bon groupe de potes. Et en fait, on a décidé de créer Spectre. Du coup, vraiment, le but de base de Spectre, c'était vraiment de pouvoir faire des events et de partager du coup, la musique sous toutes ses formes. Et c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui en du coup, faisant des events dans des clubs à Lille. Et du coup, on a sorti aussi une série de podcasts. Ouais, vous en avez sorti pas mal. Si je dis Une pas de vingtaine bêtises, maintenant. si je dis pas de bêtises, on est à 20. Non, on est à 19. Ouais, Sur ces podcasts, on a eu le droit à plusieurs artistes locaux. exactement. Parce que j'ai toujours dit que Lille regorge De pépites. de pépites, diamants bruts, des Exactement. personnes qui méritent d'être écoutées par beaucoup plus de personnes. Et moi, vraiment, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir faire partager leur vision des choses, leur vision de la musique auprès de tout le peuple lillois et voire même la France, si ça se propage, quoi. Et ça fait découvrir, en fait, dès que, par exemple, tu découvres une page SoundCloud, tu parcours en fait les podcasts, parfois tu reconnais des noms. Donc pour l'instant, vous avez eu des personnes que françaises qui sont passées sur vos podcasts ou est-ce que tu as des personnes d'Europe Pour européennes l'instant, on n'a eu que des personnes françaises. En Ouais. fait, je pense que Enfin, des Français quoi, qui ouais, produisent. ou qui surtout mixent. vraiment très lillois aussi. Je pense que l'objectif principal était quand même de montrer que, par plusieurs podcasts, qu'à Lille, du coup, on regorge de pépites. Après avoir montré tout ça, là, du coup, le deuxième but, c'est vraiment de pouvoir trouver des artistes qui soient hors de Lille aussi, et du coup, en Europe. C'est en cours, il y a beaucoup de podcasts qui vont sortir. Donc, hâte de voir la suite. Et puis c'est trop cool, je trouve que votre série de podcasts, elle est vachement éclectique, quoi. Il y a plein de genres, comme tu dis, vous avez invité plein d'artistes, mais du coup il y a plein de genres musicaux. Et donc à chaque nouveau set de Spectre, on sait on va découvrir une nouvelle pipite avec un style, soit qu'on connaît, et du coup on va se faire kiffer sur ce style, ou tout simplement découvrir un nouveau style musical. C'est ça, en fait, le truc, c'est que dans Spectre, on est tous attirés par un style de musique différent, mais en soi, on aime de tout. Ouais. Et en fait, l'objectif, quand on a créé ça, c'était vraiment de pouvoir faire des events de tout style de techno qui puisse exister. Je sais que là, récemment, on a sorti un podcast de Formex. Ouais. Formex, qui est du coup un artiste qui fait de la hardcore gabber. Et moi, je sais que j'aime la phase hardcore techno, gabber, ouais. la trance, etc. Mais j'ai aussi ce petit penchant pour tout ce qui est hard. Bah, pour traîner au modulaire, faut aussi un peu aimer la hard, quoi. Aussi, mais enfin même d'autres festivals, des soirées que j'ai pu faire au Compass qui étaient vraiment full hardcore. Moi, c'est quelque chose qui me fait autant vibrer que la trance ou la techno tout simplement. Et puis Formex, qui est l'alias De Xem. de Xem, voilà, donc un artiste lillois. Artiste lillois qui fait de l'hard groove. Franchement, grosse force à lui. C'est une des personnes qui m'a mis une claque quand j'ai pu le voir à Lille la première fois à la Relève. Ouais. Son univers, le mix sur 4 decks, son aisance dans les platines, franchement, c'était. Et alors moi je me Très cool. souviens, il avait mixé après un set qu'on avait fait au Nox pour la soirée de Rome Surface. Xem. Exactement, Xem, et il avait terminé, donc il avait fait un set hard groove, il avait Incroyable. terminé sur de la DNB avec la track Circle. Il nous avait Ouais. mis sur le cul avec Anna. Tac, 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 tac. Il avait fait je crois son premier closing sur un classique, c'est la track Revolution de BK, Oui, avant de partir du coup sur ça, et qui est en soi une track mythique. exactement. La techno aussi, une des premières tracks que j'ai écoutée, réécoutée et réécoutée. Encore aujourd'hui, c'est une track qu'on peut définir d'indémodable pour moi. Exactement. Et alors donc là on parle de Spectre, c'est un crew, mais peut-être qu'on peut saluer les autres personnes aussi de ce crew, s'il y en a Yes, ici présents. on a un membre qui est censé être là, mais je le vois. Ah, il est là. On Ah, peut saluer Maury, Amaury qui est là, du coup, big up. qui bosse big up à vraiment avec moi sur la partie event aussi. Après, on a tous les autres. Florent qui devra arriver d'ici pas longtemps. Espo, Ducré. Ducré. Espo est là. Flux, Ouais, Flux. que des copains. C'est ça. Il y a William. aussi Amy qui est notre nouvelle membre qui a intégré le collectif pour la com. Et sans oublier William aussi, qui gère aussi la com avec elle. Et Céline aussi, qui est nouvelle recrue, qui va s'occuper de tout ce qui est partie scénographie. Ok. C'est une partie qu'on aimerait qu'on aimerait faire évoluer chez Spectre.
Enfin, je sais que là, on a d'autres dates qui arrivent. En fait, on aimerait bien pouvoir ramener une scénographie différente dans chaque lieu. Et Céline, c'est la personne qui a pour moi, je sais pas ce qu'elle a dans La sa patte tête. artistique. Non, mais c'est fou. Elle nous sort des trucs. Je sais même pas comment elle y pense. Franchement, c'est fort. Et en fait, c'est tout le temps. C'est instinctif Ok. chez elle. Ça se développe, ça se développe, ça se développe. Et du coup, ça fait d'elle une très belle recrue pour Spectre en tout cas. Ok. Et alors, depuis tout à l'heure, on parle de Spectre. Mais pourquoi Spectre? Pourquoi ce nom? Spectre, pour le spectre musical, tous les différents styles de musique électronique, que ce soit de la house à l'hardcore. Nous, comme je t'ai dit, le truc c'est qu'on est vraiment alimenté par énormément de styles et on s'est dit on n'a pas envie de se bloquer sur un même style qui prend vraiment le devant aujourd'hui, qui est l'art techno. Ok, ouais. Il y a énormément de collectifs art techno sur l'île. Nous, on voulait pas en faire partie. On voulait vraiment avoir notre patte. On voulait vraiment montrer qu'aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Tu peux vraiment être en transe sur vraiment d'autres styles de techno. Et ça, c'est vraiment l'objectif de Spectre. Ok. Donc, du coup, voilà pourquoi on s'est appelé comme ça. Donc en fait, vous êtes ouverts tous ensemble à d'autres portes, comme on a pu Exactement. en parler avant. Est-ce que vous essayez aussi d'explorer des nouveaux genres, par exemple, que vous n'avez jamais écoutés et se dire, tiens, on ne ferait pas faire un podcast d'ambiance, par exemple? Et bah, Est-ce que c'est des idées qui... j'ai récemment demandé à une personne que vous connaissez, vous deux, de faire un podcast parce que je trouve que c'est une personne qui a son univers à part, à Qui elle, tu vois. Qui on veut des noms? Qui? J'ai demandé à Asile de faire un set pour Spectre Ok. Yeah, parce bien que vu. je l'ai vu du coup à. Je crois que c'était du coup le tremplin LBR Junia. Bien sûr. Et franchement, c'était le set pour moi qui sortait du lot. Un set qui n'était pas techno, mais qui avait Break, break, vraiment break. sa vibe à elle. Genre vraiment beaucoup de tracks breakés, des vibes, je sais pas, un peu comme vous aussi vous kiffez. Tu vois, By un des peu, funk. je vois, tout ce genre de trucs. Et en fait, elle a fait un set qui était vraiment hyper cool à entendre. Même si il y en a qui kiffent pas forcément ça. Moi, tu vois, je me suis posé, j'ai écouté, j'ai analysé. Tu t'es pris dedans. Je me suis pris dedans, en à fait. la J'ai surtout réussite. analysé la technique, vraiment tout ça. Et je me suis dit qu'en fait, c'était vraiment fort. Et du coup, je lui ai proposé de faire un set qui est un set vraiment qui sort complètement du lot par rapport à tous ceux qu'on a sortis récemment. Donc, hâte de voir ce qu'elle va nous proposer. Moi, j'ai toujours demandé aux artistes à qui j'ai demandé un set de vraiment pouvoir se donner à fond et de pouvoir faire vraiment tout ce qu'ils voulaient faire et ne pas avoir s'obliger. de restrictions, tu vois. Et, Vraiment pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. et alors justement, donc tu disais que voilà, quand tu demandais un set à un artiste, mais est-ce que voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent, des DJ dans la salle, est-ce qu'ils peuvent te contacter pour te proposer un set et potentiellement le sortir sur Spectre? Ah, mais bien évidemment, on a eu des demandes qui nous ont été faites pour sortir des sets. On nous a envoyé des sets. Du coup, on a écouté, on a contacté la personne. Après, moi, j'ai aussi des amis très proches à qui je demande des sets. Souvent, j'ai mon ami Forest qui était là, aussi mon autre pote Henri, du coup MBV, à qui j'avais demandé un set aussi. Forest a déjà sorti un set chez nous, qui est d'ailleurs, je peux le dire, un de mes sets préférés de toute la série de podcasts. Parce que c'est vraiment son univers et c'est pour ça que je l'ai contacté. Parce que il y a vraiment, dans les personnes que je connais, il n'y a que elle qui a cette patte-là. Et du coup, elle nous a sorti un podcast assez exclu d'1h30 pour l'été. Et c'était parfait. Genre, tu pouvais l'écouter à la plage tout le temps. C'est vrai que ça va bientôt faire un an qu'il est sorti celui-ci. Ouais, c'est d'ailleurs, je crois, le set qui a le plus de vues sur le SoundCloud. C'est ce que Un je peu me plus de disais, 2000 abonnés, j'étais pas de sûre. 2000 vues, je crois. Trop bien. Donc ça, c'est Ouais. cool. Surtout 1h30, c'est compliqué de souvent choper des gens. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas choper des gens, mais avoir des personnes qui tiennent Bah, 1h30. Souvent, tu sais, au bout d'une heure, les gens, ils sont un peu fanés, ils ont d'autres choses à faire, ils écoutent pas à fond. Oui, exactement. Faut se prendre dans le set et avoir le temps. C'est aussi ça, l'utilité des podcasts sets. Mais franchement, celui-là, quand tu peux l'écouter de A à Z, si t'aimes bien le son, t'as aucune envie de mettre en pause, quoi. Et depuis tout à l'heure, on parle de Spectre. On peut peut-être s'écouter une track, voilà un peu la track qui représente le collectif. C'est vraiment une track que nous, on kiffe vraiment tous. C'est une track assez transie et elle a surtout été faite par quelqu'un que je considère aujourd'hui comme un producteur vraiment très 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 fort.
Je l'ai jamais vu en DJ set, je sais pas ce que ça donne, mais je sais que dès qu'il sort une track, moi je considère toujours cette track là comme un banger. Qui est-ce? C'est Gaston Fioré du coup, un Argentin. Mhm. Et cette track là, du coup, la première fois que j'ai entendu, c'était au Compass pendant un set de Aneta. Et je me suis pris une claque. Je me suis dit, cette track, elle est vraiment folle. Elle a rien de complexe en soi quand on l'écoute, mais je sais pas, moi, elle me fait vraiment vibrer. Et nous, en tout cas, chez Spectre, elle nous fait tous vibrer aussi. Ok, bah, Oui. allez, on s'écoute ça. C'est parti.
Ok. Petite pause, voilà, vous êtes toujours en direct de cette émission présentée par Analog Mind. Donc qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Charles? Alors, on vient d'écouter du coup Memories from the Void de Gaston Fioré, Ok. qui est la track qui l'a fait percer. C'est une track qui a été jouée, rejouée par Aneta. Ouais. On n'a pas été au courant du producteur au début, et jusqu'à temps que moi je filme cette track au Compass et que du coup j'arrive à trouver cet artiste. Du coup, je l'ai envoyé. Même lui était assez choqué que cette track passe dans un lieu comme le Compass. Ouais. Parce que ça vient d'Argentine. Ça vient d'Argentine, ouais. Ok, et Ça donc vient de ça, loin. c'est la track qui représente Spectre. Et justement, par rapport à Spectre, est-ce qu'il y a des projets futurs qui arrivent, ou même toi, des projets perso qui arrivent? Alors, pour Spectre, il y a plusieurs dates, du coup. La Sortez votre calepin. Hein Sortez votre calepin, votre agenda. La semaine prochaine est assez chargée. Semaine prochaine, on a l'occasion de faire notre premier slalom, qui est du coup, je pense, un accomplissement pour toute la team. On a la chance de pouvoir collaborer avec La Zintri, qui est un gros collectif sur Nancy. Et pour l'occasion, du coup, on va inviter BXTR pour cette soirée, Ok. qui est un artiste du coup booké chez Raw, qui fait du coup une techno qui, comme je considère aussi, assez expérimentale, assez fast, des fois des phases un peu breakées aussi. Donc très cool, je trouve que ça nous touche tous aussi, donc c'est un très bon choix d'artiste pour nous. Vous allez jouer en opening, du coup, au slalom, le crew Spectre. Alors Ducré va faire minuit à 1h, et moi je ferai mon B2B du coup avec Flo de 2 à 3 juste avant BXTR. Ok. Et je on a crois qu'il y a hâte. une relève aussi qui est prévue la semaine prochaine. Il y a une relève Spectre. du coup le 5, le lendemain du slalom. D'accord. Vous n'allez pas Ah oui, dormir ça pendant enchaîne. 48 heures, en fait. Mais faudrait. Le grand chelem. Mais du coup, ouais, pour l'occasion, on va inviter Mildé, qui est un très bon ami à nous, du coup Emilien, qui a aussi sorti un podcast pour Spectre. Et pareil, moi j'adore son côté à lui, enfin sa patte. Pour moi, c'était un des artistes que je voulais aussi inviter à la relève, Ok. comme aussi avec la soirée on a invité Forest. Donc n'hésitez pas, le jeudi 4 au Salom et le vendredi 5 à la relève. Ça va être une belle semaine la semaine Et le samedi 6, Analog Mind, du coup, à la relève aussi. Exactement. Exactement, de minuit à 6h. Jean et Hippo seront en back-to-back. Ça va être quelque chose. Là, c'est vraiment être le grand chelem de la relève et ensuite, avant le slalom. Et alors, toi, est-ce que là, qu'est-ce qui arrive pour toi prochainement? Des dates personnelles, des projets Là, pour l'instant, les futures dates sont qu'avec Spectre. Ok. J'en ai pas encore en solo. Je crois même que celle-là doit être une des seules en dehors de Spectre. Les futurs projets, je t'avoue, je sais pas trop. Je me laisse un peu porter par le courant de comment ça se passe pour moi aujourd'hui. J'essaye de développer encore mon carnet de contacts pour avoir l'occasion de mixer autre part. On a notre première soirée aussi à Paris avec Ok. Spectre à la Java. Du coup, ça aussi Exclu. c'est une première pour nous. Petite exclu. Oh. Et vous invitez quelqu'un ou... Là, il n'est pas encore secrète. Allez, on découvrira ça sur vos réseaux. Surtout que, je t'avoue, je n'ai pas encore de nom à te donner. pour Ok, l'instant. ouais. Ça n'a pas encore Surtout. été décidé. Ce D'accord. sera vers en mai, en juin. C'est, si je dis pas de bêtises, le 6 juin, jeudi 6 juin. On se retrouvera là-bas. D'accord. Avec grand plaisir. Bah écoute, merci beaucoup Espo. On te retrouve pour un set à 22h30 au Platine, toujours Yes. au même endroit. Merci à vous. Et voilà, puis on va pouvoir s'écouter une petite track et on va pouvoir accueillir notre prochain invité. Merci. Wow. 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 Wow.
Et nous sommes à l'antenne. Exactement. L'antenne de Saint-Saul, on va dire. Avec Vost. Bienvenue. Salut, merci pour l'invitation. Bah, merci à toi d'être venu. Comment ça va? Ça va très bien. Et alors, donc là, on vient d'écouter Concept. Donc la track que Espo nous parlait. Donc c'est une track de toi, c'est une track de Vost. Une track assez violente. Voilà, je pense que tout le monde dans la salle s'est dit, oh, qu'est-ce que... Elle est à c'est combien de punky. BPM je me demandais tout à l'heure. Hein, non. 160. 160. Je pensais qu'elle était à 150. J'ai l'impression qu'elle a été... 150, c'est parce que c'est François X, il a joué à 150 sur la boiler. Ok. D'accord. Tout s'explique. Ouais. Et alors... La plupart des artistes qui la jouent, il la joue à 150. Quoi. Ok. Alors, juste essaye de garder bien le micro, voilà, devant. Là. En gros, on le devant ta met... colle-le sur le menton. Ok. Enfin, comme ça, tu le Voilà. fais pas descendre. Ok. Et on t'entend pendant Donc toute une track à l'interview. 160 avec un rumble de ouf. Ouais. Une mélo, voilà, une mélo très entraînante, très joyeuse. Des espèces de synthé, je sais pas comment dire, mais j'ai envie de dire avec certaines sonorités dubstep. Un peu, ouais. Bro step même. Ouais, exactement. À la Skrillex, au sens large, ouais. Avec des grosses basses. Des parties breakées. Ouais, des parties breakées, quelques screeches par-ci par-là, Ouais, mais pas c'est de hard ouais, techno. c'est ça en fait, c'est un mélange de synthé bro step et des screech. Ouais, et screech qui est en hard techno, mais, Ouais, c'est mais un peu différent quand même, tu vois. Ouais, c'est un peu Pas- plus aigu en art techno, ouais. elles vont être. Qu'est-ce un peu qu'un plus screech? C'est les bruits stridents que tu retrouves Ok. dans les tracks hard techno. C'est des genres des stabs un peu, ça fait kick kick. Ok. Voilà. J'adore l'imitation. Merci. Comme ça, Alors- les gens comprennent aussi parce que je pense qu'on Oui. on a notre langage. C'est vrai, mais c'est il y a vrai. des personnes qui nous écoutent aussi. Et alors, on va revenir plus tard dans cette interview sur cette track, mais pour l'instant, on va se concentrer sur toi. Voilà, parle-nous un peu de nous, d'où tu viens. Bah, d'où tu viens, voilà, première question. Alors moi, déjà, je m'appelle Adam, du coup, je viens du Maroc, de Marrakech. Je suis franco-marocain. Ça fait maintenant 12 ans que j'habite à Marseille. Ok. Je suis venu en France pour mes études. Et voilà quoi, voilà, ça c'est moi. Ok, et puis maintenant tu fais de la musique. Maintenant Alors je fais du justement, son. justement, comment t'as commencé, comment t'es rentré dans la musique? C'était quoi un peu, voilà, je sais pas, la track ou la teuf ou le style musical qui t'a fait rentrer dans la musique? Moi quand j'étais petit, ma mère, j'ai eu la chance que ma mère écoutait des sons pas très cheesy on va dire, Ok. je peux me permettre. Du coup je me tapais du Outkast dans la voiture, Daft Punk, ouais, trucs comme ça quoi. Donc Quand j'avais assez 6 ans, quoi. électronique. Ouais, c'est quand ça. même. Ouais. Assez, Assez assez disant, électronique, ouais, avec pas mal de boîtes à rythme, du coup. Ok, ouais, ouais. Le hip-hop, le truc comme ça. Donc, je me retrouvais pas mal là-dedans. Et voilà, quoi. Quelle est ta première approche, peut-être qui t'a marqué dans ta jeunesse ta première approche à la musique, par exemple, moi, c'était le piano. On m'a demandé d'apprendre à jouer du piano. Moi, c'est les Red Hot Chili Peppers. Ok, Ouais, les rêves, les rêves sont là. ouais, c'est les Red Hot, moi. Ça dépend, il y a plein de périodes Red Hot. Hein. Ouais. La période Blood Sugar Sex Magic ou plutôt Californication? Suck My Kiss. Ah, Blood Sugar Sex Magic. yes. Ouais. Non, Ben à son rêve, c'est bon. Mais alors, comment on passe des Red Hot à des tracks comme Concept qui n'ont rien à Bah, y a un voir? peu de rock quand même là-dedans. Ah, hein, ouais, genre, si on cherche, si on tu cherches un peu, ouais, c'est t'as un raison, peu. C'est prenant, quoi. T'as raison. Mais après, non, ça c'est les bases des bases. Après, moi, vers l'adolescence, je me suis tourné plus vers tout ce qui est headbanger. Ok, ouais. Genre Sébastien, Justice, Ok. tout ça, quoi. Et après, ma première grosse claque, c'était en 2015, quand je suis arrivé 3 ans après que j'arrive en France, quand j'avais 20 ans. Je suis monté à Paris, je suis allé à la Courneuve. Ok. Il y avait la Drôme, et il y avait Daxji, Clouds, Ok. Sinuso, 5000 personnes. Et c'est là que je me suis dit, ouais, bon, moi je vais faire ça. La techno, quoi. Ouais. Ah oui, direct, tu t'es dit, qu'est-ce que c'est Ah, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Et j'ai envie d'en faire partie, quoi. C'est Ouais. Daxji, du coup. Mais- ok. Du coup, donc, t'as commencé. Enfin, donc là, on va dire, t'as découvert la techno. Est-ce que tu faisais un peu de musique déjà avant, ou là, tu t'es dit justement, j'aime Non, bien non, la je musique. faisais pas du tout de son. J'étais vraiment passionné de musique, mais j'y connaissais rien du tout, quoi. Ok. Ouais. Du coup, je diguais beaucoup de sons, Ouais. sans forcément mixer. Est-ce que tu diguais sur YouTube Ouais, je À diguais sur l'époque. YouTube. SoundCloud aussi, ou- Après, j'ai commencé à diguer sur Soulseek.
Ouais. Ah ouais. Le paradis des DJ. Pirate. Ok, Soul Seek, yeah. Le site pirate des DJ, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, et ouais, voilà, en fait, j'ai digué sur ça. Après Slider Casey, tous ces trucs. Ok. Ouais, mais c'était quoi la question de base, en fait? La question de base, c'était un peu comment. Enfin, est-ce que tu avais commencé la musique avant d'avoir découvert Dagji ou non, justement? Donc là, tu disais que tu avais Ouais, non, renseigné ouais. après avoir découvert ça et tu as commencé ça. Donc, tu t'es dit, voilà, je veux en faire partie. Mais c'était quoi un peu le raisonnement? Donc tu as commencé à diguer et après tu as essayé de mixer. Bah après, des j'ai tracks. acheté mon contrôleur. Voilà, on en parlait au début. J'ai acheté mon premier contrôleur en 2016, je crois, un truc comme ça. C'était un Hercule, Ok, ouais. contrôle R, là, tout bidon. Ouais. Après, j'ai acheté un Numark Mixtrack Pro 3. Là, ça commençait à devenir un peu plus... C'est intéressant. je commençais à comprendre un peu Ouais. le fonctionnement du DJ, parce que quand j'avais acheté le... Moi, à la base, je pensais que DJ, il balançait ses sons, tu vois, genre en live, quoi. Ouais, il modifiait Moi, je ses connais sons. rien, je comprenais Ouais, rien. bah, Genre, en on a fait, tous j'ai pensé compris ça, une fois. qu'après, tu mixes 2 sons, 3, voire 4 sons ensemble, et que tu en fais un mashup, quoi, et ça fait un nouveau son, entre guillemets, mais... Ouais, j'ai commencé comme tout le monde, après. À m'acheter des petits contrôleurs à 200 balles, quoi, et commencé comme ça sur Virtual DJ, puis après sur Tractor. Puis après, quand j'ai mis... comment dire? Je me suis jeté dans le bain et j'ai commencé à approcher des clubs. Ok. C'était quoi ça? C'était 2017. Et donc là, à Marseille. Ouais, à Marseille, au Baby Club. C'était mon premier gig dans un club. C'était un mercredi soir, c'était une catastrophe. Ok. J'adore ces Je anecdotes. vais jouer 2 heures, je jouais 1 heure. Voilà, et il Ah. montage. Non. Mais du coup, attends, c'était un club, il s'appelle comment? Le Baby Club. Baby? Ouais. Comme un bébé, ok. Ouais, il est pas ouf le nom. Qui, mais- qui existe toujours? À Marseille, À en plein Marseille. centre-ville. Ouais. Ok. Et du coup, c'était 2 heures, tu passais 2 heures. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avant, après toi? Non, je faisais le warm-up. Ouais, Ok. Et ouais. ils t'ont dit non, t'arrêtes. ouais, ils m'ont dit ouais, arrête frérot. Oh non. Parce que. Est-ce que toi, t'en avais conscience Ah. sur le moment Bah, ou... bien sûr, j'étais trop pas bien, j'étais trop nul. Mais bon, il faut commencer comme ça. C'est la première fois. Hein, donc. Sinon, si tu te jettes pas. Mais t'as quand même eu le cran d'y aller Ouais, et de te dire bah vas-y, je vais jouer 2 heures en warm-up. C'est toi qui avais démarché du coup. ouais. Ah, ok. Du coup, bon. Après ça, je pense qu'on se remet en question un peu, mais même Ouais, pas, après enfin, ça, j'ai bien mis 2 mois avant de me remettre sur les ouais. petits En fait, contrôleurs. t'as même pas envie de le voir, le contrôleur. Non. Plus Non, jamais. non, non, Ouais. non. Du Mais coup, bon, ouais, ce club, quand même, il était cool à l'époque. J'ai vu pas mal de trucs cool là-bas. J'ai vu Face Fatale, Ok. Donc un club. Charlotte DeWitt avant que ça pète. Donc quoi. un club techno. Ouais. Club Techno, j'ai vu qui encore? Octave One live. Ok. Enfin, des trucs cool, ouais. Est-ce qu'ils t'ont réinvité depuis? Non, parce que maintenant, c'est un club Tech House. Ok. Ah d'accord. Ouais, il n'y a Aurait plus pu la être même une DA en revanche. fait. Ouais, c'est plus la même En fait, DA, le ok. gars qui était directeur artistique ce truc, maintenant, c'est l'agent de Folamour. Ouais. Ok, donc D'accord. la Ouais, DA voilà. est différente musicalement. Ok. Et alors, Intéressant. maintenant, tu es producteur. Donc là, tu nous as expliqué un peu comment tu t'es lancé dans le mix. Mais comment tu t'es lancé dans la production? Ouais, C'est un océan de complexité, j'ai envie de dire. Ben, le Covid, hein. Ah oui, Allez. d'accord. Ok, c'est le Covid. En fait, Covid, avant, je tu as faisais- commencé à mixer et tu com- t'es dit, est-ce que je peux faire mes propres tracks? Comment Bah, c'était venu en En fait, fait je suis rentré au Maroc en 2018. J'ai bossé avec un festival qui s'appelle l'Atlas électronique, qui n'existe plus L'Atlas malheureusement. C'est ça? Ouais, l'Atlas électronique. Ok. Quand je suis rentré au Maroc, j'ai vécu à Casa. Du coup, j'ai monté un collectif qui s'appelait Zéro Guidance. On a monté quelques petites soirées, ramené 80 personnes, quoi. Mais c'était marrant, c'était cool. Et c'est là où j'ai commencé à bien mixer, à apprendre et tout. Ok. Et du coup aussi, vu que je travaille avec l'Atlas, j'ai pu voir aussi les côtés de l'orga, de l'événementiel, tout ce qui est promoteur, comment tu bookes des gens, nanani, Comment ça se nanana. passe en fait? Parce que c'est quand même C'est large, quoi. C'est des compliqué. coulisses assez incertaines parfois. Ouais. Tu sais pas trop comment démarcher, tu sais pas comment ça Ouais. se passe de booker un artiste, C'est essayer ça. de lancer une soirée, faire de la com, faire venir du Louer un monde, te lieu, faire connaître. sound system, les chiottes, enfin bref, Ouais. Tous les détails. tous les détails. Et du coup, ouais, après, au Maroc, en 2020, il y a eu le Covid. Du coup, je pouvais plus organiser de soirée avec mon pote. Du coup, je suis rentré en France. Non. En mars 2020, je suis resté jusqu'à juillet. Là, j'ai commencé de mars à juillet.
Je fais que de l'Ableton. Ok, Voilà, de mars à juillet 2020. ok. Et alors, du coup, donc t'as fait quoi? T'as téléchargé un logiciel et puis tu t'es Ah, j'ai craqué Ableton. craqué. Ah, c'est pas Ouais. bien. Bah, ouais, Tu le fais. Non, mais y ça a va pas les pas. sous, hein. C'est cher. Faut respirate. Non, mais je déconne, je déconne. Et donc, tu t'es lancé, plongé dedans. Ouais. Donc- J'ai ouvert des tutos. Ouais. Ça t'a pas fait peur? Si, parce que en fait, je l'avais déjà. En fait, le logiciel, je l'avais déjà sur mon ordinateur, genre pendant 1 an et demi, et je l'ouvrais de temps en temps et je laissais tomber en fait, parce que j'avais pas forcément le temps, tu vois, de Ouais, rester ouais, des bah, heures là-dessus, quoi. Exactement. Et vu que là, il y avait plus rien à faire, je me suis dit, ben, autant bouffer des tutos. Pendant le Covid, tu étais au Maroc ou à Ouais, Marseille? au Maroc. Ouais. Ah ouais, j'étais au Maroc. Et du coup, j'ai commencé à bouffer des tutos basiques en mode les raccourcis, commander, commande R, commande S. Voilà, le séquenceur, comment il marche, Ouais, la les table de mixage. de base, quoi. Et après, j'ai commencé à regarder un gars qui s'appelle Julian Earl, je pense que pas mal de gens Ouais. connaissent, qui est vraiment pas mal en fait. Et c'est grâce à lui que j'ai appris tout ça en fait. Moi. Big up. Ouais, big up à ce gars, qui est américain. Et puis voilà, c'est tout. Tu t'es lancé, t'as du coup, j'imagine, je sais pas exactement comment ça se passe quand tu commences à produire, mais tu fais un peu des maquettes, quoi. Tu commences à te faire des petites tracks moi, de ton l'objectif que je côté. m'étais donné, c'était de faire un track par jour, le sortir même si c'est nul, quoi. Ah oui, Tu les sortais sur SoundCloud Ouais. en free. Ouais. Juste ok. comme ça, pas masterisé, pas mixé, mais, je m'en fous, genre. mais c'est bien et je pense que c'est important quand Il faut que tu sortes tes trucs, sinon tu seras jamais en fait. Exact. Et Ça va même marcher, en fait. rien que se donner un objectif, il y en a qui vont on va dire, se lancer dans la prod sans se lancer dans la prod sans objectif, mais avec un objectif comme le tien, sortir une track par jour, et ben ça, c'est comme ça que tu prends du Tu level. t'améliores, quoi. C'est ça. Et de toute façon, il faut produire jusqu'à ce que tu trouves ton workflow, tu trouves Ta patte. ta patte, Mm. et voilà comment tu construis tes drums, comment tu construis tes morceaux, les samples que tu vas utiliser, les synthés que tu vas utiliser. C'est un long parcours. Les samples, super important. Hein, Ouais. parce que faut trouver la sonorité qui fait ton son. Bah, exactement. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs étapes. Il y a, comme tu disais, Parce que tu peux choper des samples. Et après, ouais, genre moi je le chope le sample, mais après je vais rajouter un truc dessus pour que ouais, pour que ça sonne toi, ça quoi. sonne moi, ouais. Tu Mais vois. ouais, du coup, en fait, il y a plusieurs étapes, quoi. Déjà, j'ai le logiciel, Ouais. le craquer. Logiciel craqué, ouais. Tuto. Tuto. Et ensuite, comment marche le logiciel, donc tous les raccourcis, voilà, comment marche le séquenceur, C'est comment ça, ajouter ça les crée effets. énormément de temps avec les raccourcis. Ouais. Voilà, et après, se constituer un peu sa banque de samples, donc diguer ses samples, pas diguer ses tracks, mais diguer ses samples, diguer ses Ouais, drums, ses samples, ses plugins. ses plugins. Donc Ouais. un sample, c'est quand tu enregistres une partie de musique, on va dire. J'ai pas compris. Ouais, c'est ça, Un en sample. Oui, un Qu'est-ce que sample, c'est ouais. exactement? C'est quand tu enregistres une Ouais, partie c'est une coupure d'un. de 2 secondes, par exemple. de 2 ou peut-être 15 secondes, ou ça peut être 1 seconde. Voilà, Tu la prends et tu veux la mettre dans ta production, tu ta peux le nouvelle modifier après, tu production, fais ce que tu veux, ouais. et tu la modifies avec du coup des séquenceurs, donc qui modifient la tonalité, etc. Ouais, exactement. Les drums, c'est les tch C'est ça. Ça, c'est des charlets, ouais. entre autres. Charlet, par exemple. Ouais. Ok. Et moi je propose qu'on s'écoute une track, justement, une de tes premières productions. Alors je sais pas si c'est exactement une de tes premières productions, mais je suis allé loin dans ton SoundCloud. Et voilà, j'ai trouvé une track qui me plaisait énormément, où je trouve qu'on ressentait déjà ta patte à l'époque. Ok. Une track qui date d'il y a 3 ans. Ouais. Alors je suis désolé, je saurais pas prononcer cette track. On va aller... C'est le mot destin. Ok, C'est tout, en fait, quoi. d'accord, ok. Qui est écrit en arabe. Bah écoute, on écoute ça et on en parle après.